Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans la charrue avant les bœufs. Et cette semaine, on va se pencher sur le cas des micro-fermes. Comment les définir, qui concernent-elles, quelle place ont-elles dans nos modèles agricoles, sont-elles rentables et encore bien d'autres questions. Et pour cet épisode, je ne serai pas accompagné par Olivier, mais bien par Baptiste Grard, que vous avez pu entendre lors de l'émission consacrée à l'agriculture urbaine et qui est passionné par le sujet. Salut Baptiste. Salut Edouard. Alors durant cet épisode, nous allons tenter d'explorer à 4 voix un mot ou plutôt un concept dans l'air du temps, celui de micro-ferme. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce terme et vous êtes questionné sur les réalités qui se cachent derrière celui-ci, les enjeux et défis qu'il traverse. Les micro-fermes font aujourd'hui et depuis quelques années l'objet d'une attention médiatique, scientifique et sociétale accrue. En attestent de nombreuses installations se revendiquant plus ou moins directement de cette appellation, ainsi que de nombreuses conférences, formations ou encore projets de recherche sur le sujet. On peut ainsi citer au hasard les projets de recherche Micro-EMA dans le Gard, Micro-Agri en Gironde, le projet national Casdar MM-Bio ou encore le projet MIPS en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces micro-fermes viennent, dans leur diversité, interroger les modèles économiques vus majoritairement comme viables et souhaitables en maraîchage ou production légumière, et elles constituent également des alternatives à l'heure où la transition agroécologique de nos systèmes de production, voulue par de nombreux acteurs de la société civile et du monde agricole, peine à se mettre en marche à large échelle. Rattachés au monde de la recherche ou de l'accompagnement agricole, ainsi qu'à certains des projets de recherche mentionnés, nos deux invités du jour vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Comment définit-on une micro-ferme ? Quelles en sont les principales caractéristiques ? Quels sont les courants d'inspiration des paysans qui se revendiquent de cette forme d'agriculture ? Quel avenir et réalité pour demain ? Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexandre Burlet et Kevin Morel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pour démarrer, Alexandre, est-il possible de vous présenter et d'expliquer votre lien avec le sujet du jour ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Alexandre Burlet. Je suis chargé d'expérimentation à la station Sérail, qui est une station d'expérimentation en culture légumière. C'est une station qui a une vocation plutôt régionale. Donc, nous sommes basés à côté de Lyon. Et nous avons un site de 6 hectares pour expérimenter des projets en lien avec la production légumière. Aujourd'hui, je suis présent par rapport au projet MIPS, qui est un projet donc, de maraîchage intensif sur petite surface qui est conduit sur notre site expérimental. Un projet où on a miniaturisé une ferme de 7000 m² et qu'on a comparé à un système classique d'une installation type de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur 3,5 hectares. Merci beaucoup. Et Kevin, Oui, donc bonjour, moi c'est donc Kevin Morel, je suis chargé de recherche à INRAE, donc le nouveau nom de l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique. Je suis basé à Paris dans une équipe qui s'appelle l'équipe Agriculture Urbaine. Et du coup, moi mon lien au sujet, c'est que j'ai fait une thèse sur la viabilité des micro-fermes entre les années 2014 et 2016. Donc au départ, rattaché à l'étude d'une micro-ferme assez emblématique, qui est la micro-ferme du Bec et Loing en Normandie, dont on a souvent entendu parler, qui est un petit peu la ferme qui a un peu popularisé le sujet des micro-fermes en France. Et du coup, on a mené une première étude sur la viabilité de cette micro-ferme. On a montré des niveaux de production et de chiffre d'affaires assez importants par unité de surface. Mais voilà, c'était une ferme assez particulière, assez médiatique. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir étudier la viabilité économique dans un échantillon plus large de fermes. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse à partir d'une vingtaine de micro-fermes au nord de la Loire. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Alors, peut-être pour commencer, quand on entend le terme de micro-ferme, on entend tout de suite l'idée de micro, donc peut-être de petite taille. Mais au-delà donc d'une petite surface de culture, qu'est-ce qui définit, d'ailleurs déjà qu'est-ce qu'on entend par petite surface de culture et qu'est-ce qui pourrait définir les micro-fermes au-delà de cette idée, si elle est bonne ? Donc effectivement, l'échelle est importante. Il n'y a pas de définition unanime et officielle de la micro-ferme. Donc au départ, nous quand on a parlé de micro-ferme dans les années 2014, c'était surtout en opposition ou en décalage par rapport à ce qui était considéré comme viable économiquement quand on voulait s'installer en maraîchage biologique, diversifié sur petite surface, un circuit court, ce qui était souvent le cas de nombreux porteurs de projets en reconversion. Et quand on cherchait à s'installer dans ce modèle-là, souvent, les normes qu'on avait, c'était, pour s'en sortir en maraîchage bio, il faut
1 hectare, 1 hectare 5. Au-dessous, c'est vraiment compliqué. Il faut un tracteur, donc il faut être mécanisé, sinon on ne va pas s'en sortir. Puis il ne faut pas faire trop de diversité, parce que si on a trop de légumes cultivés, on va un petit peu s'éparpiller, et voilà, et c'est compliqué. Et en fait, nous, on a un peu parlé de micro-fermes au sujet de projets qui ne rentraient pas dans ces cases, donc ils voulaient les faire plus petits, donc en dessous d'1 hectare, 1 hectare 5, qui remettaient en cause la nécessité vraiment de la mécanisation du tracteur à tout prix. Donc, on peut réfléchir à d'autres formes de motorisation intermédiaire ou pas du tout de motorisation, uniquement manuelle, et qui avaient souvent des gammes de légumes cultivés assez importantes. Donc voilà, et en se revendiquant de choses comme la permaculture ou le maraîchage bio-intensif, qui leur permettaient de dire à partir d'autres modes de pensée, on peut éventuellement arriver à s'en sortir en sortant des clous. Mais on en parlera après. Mais cette définition, elle est mouvante. Les projets actuels de recherche, en fonction des projets, chacun la définit un peu différemment. Il y en a qui mettent la barre un peu plus bas, qui disent on est sur une micro-ferme en dessous de 8000, 7000 m² pour un travailleur. Donc ça dépend en fait des projets. Il n'y a pas de définition unanime, quoi. Et le circuit de commercialisation ne rentre pas, n'est pas en soi un critère pour aborder cet objet C'est pas un critère au sens strict, mais souvent de fait, comme on est sur du maraîchage biologique diversifié, sur des petits espaces, une stratégie logique, c'est de bien valoriser la production. Et donc pour bien valoriser la production, en maraîchage biologique, les circuits courts, ça paraît assez naturel et évident. Donc de fait, ces micro-fermes sont souvent majoritairement dans les circuits courts, mais c'est pas un critère exclusif, quoi. Et vous, Alexandre, je sais pas, dans le cadre du projet MIPS, du coup, l'idée, ça a été donc c'est une miniaturisation du coup de cet objet micro-ferme. Comment vous l'avez abordé du coup dans le cadre du projet ? Donc nous, on s'est basé sur une étude qui a été menée en région Rhône-Alpes par la Chambre d'agriculture du Rhône, par Dominique Berry, qui avait suivi une quinzaine de micro-fermes. Et dans ce qui est ressorti de cette étude, c'est que c'était souvent donc là moins d'1 hectare. Donc on était plutôt autour de 7-8 000 m², voire moins. Pour reprendre ce que disait Kevin, c'est des systèmes très peu mécanisés, donc souvent pas de tracteur. Et des systèmes très diversifiés, aussi je le rejoins, en circuit court. Et tous en agriculture biologique. Donc l'essai qu'on a mené, c'est également, donc on a miniaturisé une ferme de 7000 m² à 10%, donc on a une surface de 700 m². Et on n'a pas de tracteur sur cet espace-là, on travaille tout au motoculteur. Quand tu dis système très peu spécialisé, ça veut dire qu'en gros c'est des systèmes qui cultivent plusieurs types de légumes, enfin plusieurs espèces, plusieurs variétés, en même temps sur la surface, quoi. Oui, donc c'est une gamme très diversifiée, donc on va sur 20, 30, 40 légumes. Et pour donner, alors je crois que les chiffres sont un peu compliqués à avoir sur le sujet, mais une idée de ce que ça peut représenter, alors peut-être pas en nombre, mais du coup, par exemple, je sais pas, dans l'étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente aujourd'hui, il y a un nombre d'exploitations qui est assez important. C'est une dynamique du coup plus peut-être d'ailleurs qu'un nombre d'exploitations aujourd'hui par rapport au... Oui, enfin moi je pourrais pas vous dire les chiffres du nombre d'installés aujourd'hui sur micro-ferme, mais en tout cas c'est une vraie dynamique au niveau d'installation et de demande d'installation. Nos collègues conseillers sont confrontés à un public aujourd'hui qui sont plutôt tournés vers des micro-fermes. Donc c'est une vraie dynamique d'installation et voilà, j'ai pas de chiffres vraiment sur le nombre d'installés, surtout que c'est un public qui souvent s'installe en dehors des systèmes d'installation classiques. Ce qui se réfère aux installations, c'est hors cadre familial ou... Pas forcément, je pense que là tu faisais référence aux formations classiques, au parcours jeunes agriculteurs. Donc c'est un parcours quand on s'installe et qu'on a moins de 40 ans, on passe par un organisme comme la Chambre d'agriculture ou un autre type d'organisme. Et du coup, il y a un parcours de formation, on a tout un suivi et qui permet de recevoir des aides européennes pour aider à l'installation. En contrepartie, on s'engage à fournir un plan d'entreprise avec un objectif d'atteindre le SMIC au bout de 4 ans. Donc c'est quelque chose qui peut être perçu comme assez contraignant par certains porteurs de projets qui sont dans une démarche plus alternative parce qu'ils ont l'impression de devoir rendre des comptes à une institution, etc. Mais après, ça dépend des régions. Il y a vraiment des régions où je pense que la majorité des gens qui s'installent en micro-ferme passent quand même par ce parcours d'installation. Ça dépend des sensibilités, parce que malgré tout, comme c'est des niveaux
d'aides qui peuvent être assez importants par rapport aux investissements dont on a besoin en micro-ferme. Sans passer, ça pose question. Donc des fois, il y en a qui disent je préfère quand même jouer le jeu de rentrer dans un parcours, de devoir rendre des comptes, parce que c'est quand même une aide financière non négligeable par rapport à l'investissement nécessaire en micro-ferme, quoi. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas vraiment de statistiques officielles à la micro-ferme, parce que dans le recensement agricole, il n'y a pas de catégorie statistique pour les désigner. Les catégories de surface ou de production, elles ont des mailles assez larges. Donc les micro-fermes, elles sont un petit peu diluées au sein de ces mailles. Donc c'est une grande difficulté qu'on a. Il y a certains réseaux nationaux qui ont essayé de les quantifier, les caractériser, les estimer, mais on est assez sec là-dessus. Mais par contre, je rejoins complètement l'idée que quand on interroge partout en France des conseillers d'installation, des enseignants agricoles, ils sont submergés par les demandes d'installation en micro-ferme, quoi. Et c'est vraiment des gens qui sont avant tout issus, qui ne viennent pas du milieu agricole et qui ont vraiment un projet de retour à la nature, on va dire, quoi. Est-ce qu'on arrive un peu à catégoriser le type de profil de gens qui veulent s'installer, ou c'est des données qu'on n'a pas trop? Est-ce que c'est des gens qui viennent du milieu agricole? Tu as l'air de dire que pas spécialement. Ça, il n'y a pas pareil de grandes études statistiques, mais dans la plupart des projets qui existent, il y a quand même du coup une étude des profils des gens qui sont installés. Et vraiment, à large majorité, c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, ça c'est sûr. Qui ont majoritairement, on va dire, entre 25 et 45 ans, même s'il y a des gens qui font des reconversions plus tardives, aussi bien hommes que femmes, ça c'est assez important, c'est vraiment assez mixte par rapport à ça, et souvent qui ont des niveaux d'études assez élevés. On a souvent quand même des gens qui sont en reconversion après avoir été cadre supérieur, ingénieur, ce qui leur donne à la fois certaines compétences en termes de réseau, de communication, de gestion, mais du coup avec un défi d'acquérir le bagage technique et l'expérience plus agronomique qui n'est pas forcément donné quand on ne vient pas du milieu, quoi. On comprend en vous écoutant qu'il y a... Donc aujourd'hui, c'est un type d'installation qui commence peut-être à être de plus en plus accepté ou vu comme possible, on va dire. Malgré tout, ça reste des parcours de personnes qui sortent un peu des clous de ce qui se fait classiquement. Qu'est-ce qui les motive? À quoi peut-être ils se réfèrent pour se lancer dedans? Quelles sont un peu les sources de motivation derrière leur projet? C'est question générale, mais pour un peu retracer ce qui va pousser une personne à se dire « Ok, je suis capable de sortir de ce cadre-là et je sais qu'il y a des cadres de pensée ou des pratiques ou des modèles auxquels je peux me référer et qui m'aideront. » Je pense que le profil type, même s'il y a plein de profils, c'est donc on va dire un ou une cadre bien inséré, qui fait un travail qui, à un moment donné, ne fait plus tellement de sens pour lui, un travail de bureau ou profession intellectuelle, et qui se questionne par rapport aux enjeux climatiques, de biodiversité, sur la santé, et qui a vraiment envie de dire, voilà, j'ai envie de mettre ma vie concrètement en adéquation avec mes valeurs, essayer de contribuer à un changement de société. Et donc au départ, ça peut paraître assez un gouffre à franchir quand on est plutôt urbain ou qu'on n'est pas du milieu agricole. Mais il y a eu un certain nombre de livres, de films, en particulier autour de la permaculture, qui ont montré, en tout cas qui donnent envie, qui montrent que ce retour à la terre pourrait être possible, qu'il y a des manières de faire alternatives qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir dans l'agriculture industrielle, qui est un peu un repoussoir pour ces personnes-là. Et donc souvent, des fois, quand on en parle, juste voir un film ou lire un livre, ça peut être un déclic. Ils disent « Ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et souvent, c'est vrai que les films, c'est des films, ils montrent un peu que le côté positif de la micro-ferme, une abondance de légumes, des papillons, le fait de dire on met les mains dans la terre, on vit à notre rythme, on est notre propre patron. Donc il peut y avoir au début un rêve qui n'est pas négatif en soi, mais en tout cas après il y a un vrai défi d'ancrer ce rêve dans la réalité et d'amener ces personnes à voir que derrière ce rêve idéal, il y a des difficultés et un vrai métier qui s'apprend et qui n'est pas du tout anodin, quoi. D'accord, donc permaculture comme école de pensée, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration ou choses auxquelles peuvent se référer Bon, après, il y a aussi ce public est aussi souvent intéressé par du maraîchage sol vivant, c'est-à-dire de faire des gros apports de matière organique, laisser le sol, ne pas retravailler le sol, donc se baser sur cette notion-là également. Juste pour compléter ce qu'a dit Kevin, c'est aussi, pour revenir un peu sur le profil, c'était, je rejoins totalement ce qu'il a dit, mais c'est ce qui se dégage aussi, c'est de
pas investir toutes ces économies dans une nouvelle entreprise. Et donc, s'installer sur une petite surface, peu mécanisée, ça nécessite aussi peu d'investissement. En tout cas, au départ, c'est ce que ça laisse entendre aussi à travers ce qu'a dit Kevin, à travers les films ou livres. Oui, parce qu'au final, on peut imaginer que c'est le type de structure dans laquelle on va se lancer qui va aussi prédéterminer la taille du domaine. Parce qu'effectivement, quand on ne vient pas d'un milieu agricole, il faut comprendre que l'accès à la terre est assez difficile. S'installer, c'est parfois compliqué. Que l'achat du matériel aussi, c'est énormément conséquent. Et du coup, on doit arriver avec un apport vite d'un énorme montant. Ouais, alors que du coup, est-ce que les micro-fermes présentent aussi cet avantage finalement d'arriver avec très peu d'apport, voire quasiment pas peut-être? Est-ce que ça existe des installations sans apport? Complètement, l'accès pragmatique est très important. Il y a vraiment, je pense, la petite échelle, il y a à la fois une dimension symbolique, le fait de dire on va pouvoir mettre les mains dans la terre, on aime mettre de ce qu'on fait, on peut faire les choses bien, on peut soigner, mais il y a clairement aussi ce côté de dire quand on n'est pas issu du milieu agricole et qu'on veut reprendre une ferme ou acheter du foncier dans notre pays, c'est extrêmement compliqué. Et même des fois récupérer 1,5 hectare pour faire une micro-ferme, on peut en mettre 2, 3, 4 ans de parcours du combattant avant d'y arriver. Donc clairement, c'est aussi quelque chose qui est pragmatiquement important et qui permet certes de limiter les emprunts. Alors est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'installer en n'ayant aucun capital de départ? Je pense que c'est quand même assez rare. Après, les investissements ne sont pas forcément énormes pour vraiment des projets très 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 low-tech. On peut partir sur les fourchettes d'investissement, je ne sais pas, entre 20 et 50 000 euros, 20 000 euros étant le plus bas de la fourchette. Je sais que dans le projet MIPS, Alexandre détaillera, eux, ils ont fait des choix d'investissement un peu plus conséquents, mais sur les projets les plus low cost, 20 000 euros, donc ça peut venir soit quand on a travaillé avant, on a mis des sous de côté. Après, il y a les aides aussi, éventuellement les aides à l'installation. Et après, il y a aussi cette logique d'installation progressive ou de dire il y a aussi beaucoup de gens qui s'installent en disant on va d'abord s'installer petit, on va générer au départ un peu de chiffre d'affaires et on va réinvestir progressivement dans la ferme. Et donc, on va payer, s'installer progressivement, ce qui peut se faire, mais qui pose quand même des questions parce que ça peut être long et être lié à une forme de vie qu'on pourrait qualifier d'un peu précaire si on le juge, ou en tout cas de très sobre si on le voit de manière plus positive, mais qui n'est pas sans poser des questions sur la viabilité dans le temps, quoi. Et donc la question en filigrane derrière, c'est celle aussi de la viabilité donc économique de ces micro-fermes, parce que donc ce faible niveau d'investissement permet à des personnes de se lancer qui n'auraient sinon peut-être pas pu se lancer ou s'installer en agriculture. Dans le cadre de MIPS, du coup, comment vous avez abordé cette question? Donc, Kevin mentionnait l'investissement et puis ensuite du modèle économique, on va dire, du poids un peu des différentes activités éventuelles de la... Alors dans ce projet-là, on a associé dans un comité de pilotage des producteurs qui sont installés depuis quelques années sur un système qu'on va dire classique, donc sur un système de 3-4 hectares en maraîchage biologique. Avec mécanisation, de la main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est des exploitants qui sont installés depuis quelques années avec un modèle viable, en tout cas comme eux l'entendent. Et puis on a trois maraîchers qui sont issus de cette mouvance donc micro-ferme, qui sont installés sur entre 3 et 7 000 m² et qui eux donc ont aussi apporté une notion de temps de travail qui était aussi important dans ces porteurs de projets. Ces 3 maraîchers ont voulu qu'on borne notre travail, on va dire, à 40 heures de travail hebdomadaire. Alors que donc ACE, c'est ce qui se borne sur leur exploitation. Ça, c'est leur projet de vie aussi lié à cette installation sur micro-ferme. Ce qui est quelque chose d'ambitieux en maraîchage. Alors que les 3 maraîchers classiques, eux, sont plutôt sur du 65-70 heures. Donc en fait, on a ces deux publics qui échangent lors des comités de pilotage. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça bouleverse aussi un petit peu le monde agricole. Et donc nous, dans le cadre du projet, on a effectivement fait le choix d'investir un peu plus. Donc nous, on est plutôt autour de 150 000 euros d'investissement. Bon, après, tout l'investissement qu'on a fait, c'est sur du matériel neuf. Donc là aussi, tout peut se raisonner. Et donc ceux qui se lancent peuvent partir sur du matériel d'occasion. On a fait le choix aussi de nous d'avoir... donc le maraîchage, c'est très diversifié. Donc on a des surfaces qui sont abritées par des tunnels pour produire toute l'année. Ce qui permet aussi de sécuriser la production sur certains créneaux.
sur certaines saisons. Donc nous, on a fait le choix d'aller sur 20% de notre surface abritée, ce qui est aussi quelque chose d'assez important, parce que les maraîchers classiques sont plutôt sur 10%. Donc tout ça fait que ça fait un investissement qui est assez lourd pour un système micro-ferme. Mais du coup, dans ce comité de pilotage, un producteur installé depuis très très longtemps en micro-ferme, il est le premier à dire que tout au long de sa carrière, finalement, il a investi beaucoup sur la fin et en investissant, il a gagné en chiffre d'affaires, il a gagné en confort de travail, il a gagné enfin voilà. Donc l'investissement, même si on le pense, on essaie de le raisonner au départ, je pense que c'est quand même aussi une notion importante pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, avoir une notion de rentabilité qui est liée quand même au chiffre d'affaires. En investissant peu, on sort peu de légumes. À travers les expériences producteurs qu'on a dans le comité de pilotage, c'est ce qui ressort. Et voilà, et du coup, nous, on produit des légumes du coup, dans ce système qu'on ne vend pas, mais en tout cas, on s'appuie sur des ventes, sur des prix de marché qu'on fixe avec les producteurs. Donc on sort une quantité de légumes hebdomadaires et donc on regarde par rapport à nos achats, nos intrants, enfin notre investissement, notre marge brute en fin d'exercice, quoi. Donc voilà, basé sur de la vente artificielle en tout cas, qu'on ne réalise pas, mais sur des prix de marché en mettant des pourcentages de pertes qu'on fixe avec les producteurs, des choses comme ça. Et ça a démarré du coup l'an dernier, ça, et ça dure pour... Alors c'est un projet qui a démarré en 2019, on a surtout produit entre 2020 et 2021, parce qu'en 2019 on a installé des systèmes, on a monté des abris. Donc c'est un projet qui a pris fin en 2021, mais on a obtenu un nouveau financement là, pour 3 ans, donc 2022, 2023, 2024, on va pouvoir continuer à travailler cet aspect viabilité des micro-fermes. Toi Kevin, c'est aussi une des questions qui a été au cœur de tes recherches pendant un moment donné? La question de l'investissement, de la viabilité aussi économique. Oui, la question de la viabilité économique, c'était vraiment la question numéro 1, parce que on se retrouve avec des personnes qui voulaient vraiment sortir des cadres habituels. À l'époque, en 2014-2013, on entendait beaucoup moins parler des micro-fermes. Quand les gens voulaient s'installer ou étaient confrontés aux organismes agricoles, littéralement, on leur disait « c'est pas possible, vous rêvez, vous en sortirez jamais ». Et donc pouvoir prouver un certain niveau de viabilité économique, c'était vraiment la condition sine qua non pour argumenter leur droit d'exister, on va dire, quoi. Donc nous, c'est un petit peu ça qu'on a regardé. Et effectivement, ce qu'on a montré dans le travail là, sur une vingtaine de micro-fermes, c'est que c'est possible de vivre d'une micro-ferme. Alors après, c'est possible, mais c'est pas miraculeux. C'est-à-dire qu'on reste à des niveaux de revenus par rapport au travail investi qui ne sont pas non plus délirants. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaillerait en moyenne entre 40 et 50 heures par semaine, c'est très très variable selon les systèmes, etc. Mais les maraîchers qui s'en sortaient le mieux sur les micro-fermes étaient peut-être à 1700, 1800 euros. Et en moyenne, on est quand même plus autour du SMIC, 1300, 1400. Et puis pour des gens qui s'en sortent moins bien, à 600, 700 euros, ça dépend vraiment de plein de choses. Donc voilà, par rapport, si on ramène ça au temps consacré, au niveau d'expertise qu'il faut, parce qu'il faut à la fois gérer une diversité de légumes, être bon en commercialisation, gérer de l'investissement, être chef d'entreprise, ça reste finalement assez faible. Mais bon, après, c'est à mettre en regard du niveau général de revenus en agriculture dans notre pays, comparé à le revenu d'un éleveur ou d'un autre maraîcher. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas moins viables que les autres. C'est-à-dire qu'en tout cas, on disait... Finalement, c'est pas génial, mais l'agriculture, c'est pas génial. Il y a un problème de revenus des agriculteurs général dans ce pays. Mais du coup, on ne peut pas les discriminer sur ce critère-là parce qu'elles sont pas moins viables que les autres, quoi. C'était surtout ça la question. Et après, ce qui m'avait toujours intéressé quand j'avais vu le projet MIPS, c'est qu'effectivement, moi, dans les fermes que j'ai vues, on était sur des niveaux d'investissement bien, bien inférieurs, avec justement souvent la revendication de dire qu'on est sur des petites surfaces. Si on ne veut pas être pris à la gorge au départ par des emprunts, on a intérêt à vraiment peu emprunter ou faire beaucoup de récupération d'autoconstruction. Et c'était souvent présenté, en tout cas par les gens, comme un point clé pour ne pas avoir trop de pression au départ. Et donc c'est intéressant, moi c'est vrai que je trouve ça très intéressant le projet MIPS parce que c'est une forme de micro-ferme avec un haut niveau d'investissement qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir si développé que ça. Donc c'est intéressant de voir que ça peut aussi fonctionner, quoi.
Et au niveau de cette définition de la viabilité économique, est-ce que, parce que vous avez rencontré des gens qui sont plutôt installés, qui sont installés en micro-ferme, est-ce qu'il n'y a que la question du revenu dégagé qui compte ? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin sur l'autonomie alimentaire ? Comment ces gens-là se définissent est-ce qu'ils se définissent comme étant viables économiquement que par leur salaire ou pas ? En tout cas, nous, pour l'instant, dans ceux qui sont associés au projet, ils se considèrent comme viables, effectivement, quand les chiffres d'affaires sont... Pour les maraîchers classiques, pour eux, c'est pas viable, mais en tout cas, pour ce public-là, oui, effectivement, il y a un vrai projet de vie derrière, une autonomie. Pour l'instant, ça leur suffit. Après, voilà, ça à voir, c'est sur le long terme. L'aspect qualité de travail, moins de 40 heures, c'est quelque chose ils n'arrivent pas toujours à rester sur cette notion-là, donc ils travaillent quand même souvent un peu plus. La réalité commerciale aussi est un peu plus dure. Même si ce public est, Kevin l'a dit, souvent assez fort en communication par rapport au public agricole classique, ça ne fait pas tout non plus. Produire des légumes, c'est aussi approvisionner toutes les semaines un étal de légumes. Donc ça demande quand même une certaine technicité à produire tout au long de l'année. Donc ça, voilà, ils sont confrontés quand même à ça sur les marchés. Donc voilà, c'est une notion pas simple. Mais c'est vrai qu'ils ne regardent pas que la question du salaire. En tout cas, Et justement, sur cette notion de projet de vie, quelle autre dimension ils associent à ça ? Parce que c'est quelque chose qui est, je crois que tu le soulignes beaucoup, toi, Kevin, aussi dans tes travaux. Ce lien important, alors c'est pas que lié à la viabilité économique, mais en tout cas d'aspiration et de ce que revendiquent aussi ces... Oui, si on reprend un peu le profil de ces personnes, qui au départ sont souvent des cadres ou des gens qui ont un revenu d'une autre activité avant, souvent ils savent très bien qu'en étant maraîchers, ils ne gagneront pas autant que dans leur métier d'avant. Donc clairement, la motivation économique n'est pas du tout la première priorité. Ils font d'abord ça pour des questions d'autonomie, de qualité de vie, d'engagement, de sens. Donc c'est avant tout des valeurs, on va dire, immatérielles, qui sont vraiment centrales et affirmées, même d'esthétique, etc. Par contre, malgré ça, ils ont quand même des besoins matériels. Ils ont des fois une famille où ils doivent se nourrir déjà eux-mêmes. Ils ont éventuellement des loisirs. Et donc, il faut avoir un minimum pour vivre et sans non plus trop travailler. Donc, on n'est pas forcément comme dans une logique d'entreprise plus classique où on chercherait à maximiser le profit et à être le plus rentable possible. On est plutôt à dire, je veux remplir mes valeurs immatérielles de sens, d'autonomie, etc. Mais je dois quand même générer un minimum syndical. On est plutôt sur une espèce, pour moi, de pensée du minimum qui permet de vivre en accord avec ses valeurs. Et du coup, c'est un peu, pour moi, la viabilité, c'est là, quoi. Est-ce qu'on arrive à concilier ces valeurs fortes qui sont vraiment motrices dans le projet et cette viabilité économique ? Parce que si, pour arriver au niveau de revenu minimum, on est obligé de mettre en place un certain nombre de pratiques qui ne sont pas en accord avec nos valeurs écologiques, etc., finalement, on se dira, ok, peut-être que je gagne mon revenu, mais si j'ai perdu le sens, autant reprendre mon métier d'avant, quitte à pas avoir de sens, autant bien gagner sa vie. Donc la tension, elle est vraiment importante, et donc c'est là tout l'enjeu, et c'est quand même c'est là qu'il y a la notion de compromis qui est très importante, c'est qu'on discute beaucoup avec les porteurs de projets, c'est-à-dire que souvent il y a un idéal, on veut tout être bien sur tous les tableaux, et en particulier à l'installation, il y a besoin de dire quelles sont les valeurs sur lesquelles je peux éventuellement accepter d'être un peu moins exigeant au départ, et comment j'arrive à concilier tout ça, et ça c'est un vrai travail dans l'accompagnement de faire le deuil du projet parfait dès le départ, quoi. Et pour dégager un revenu, il faut vendre des choses. Est-ce qu'on a les mêmes circuits de commercialisation et de distribution qu'on remarque dans les micro-fermes que dans les maraîchers dits plus classiques ? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes ? Par exemple, moi je pense surtout aux paniers de légumes qui sont vendus aux AMAP, donc les associations de maintien de l'agriculture paysanne, donc, où là on souscrit mensuellement à soutenir un agriculteur et en échange on a un panier hebdomadaire. Est-ce qu'on a les mêmes formes de distribution ? Parce que finalement ils sont souvent inscrits en agriculture biologique, donc il y a ce label-là. Est-ce qu'il y a des labels qui existent spécifiquement pour les micro-fermes ou pas ? Alors, pas de label spécifique micro-ferme à ma connaissance, mais ils sont souvent, soit organisés en vente en panier, soit en vente à la ferme, ou en vente sur des marchés de proximité. Alors, ça ne diffère pas forcément des exploitations, en tout cas que nous, on a en témoin, parce que les exploitations de 3-4 hectares de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont souvent organisées soit justement en panier, même si ça diminue pour eux, soit en marché de proximité.
La notion peut-être de territoire, c'est qu'ils vont peut-être vraiment sur un territoire très proche de leur exploitation, peut-être les micro-fermes, en tout cas c'est ce qu'ils cherchent, et ils se déplacent moins loin pour aller chercher un marché qui serait peut-être un peu plus porteur. Voilà, mais encore une fois, nous, dans ceux que l'on suit à travers le projet MIPS, il y en a aussi qui ont développé un peu de système vente par Internet. Voilà, c'est aussi lié à, je pense, à leur métier d'avant, mais donc ils préparent des commandes finalement sur l'exploitation. Même si ça, ils le font bien au départ, et puis ils se rendent vite compte que c'est quand même quelque chose de très chronophage. Donc d'avoir un marché un jour ou 2 jours par semaine, voilà, c'est du temps qui est dédié à la commercialisation. Ça permet de s'organiser en amont, alors que des commandes qui arriveraient un peu par Internet, un peu tous les jours, c'est compliqué à gérer, quoi. C'est très chronophage. Ouais, je suis assez d'accord. Il n'y a pas de spécificité entre les micro-fermes et les maraîchers bio plus classiques. Et la part des marchés, des paniers, ça dépend aussi beaucoup des régions. Il y a des régions en France où les marchés, c'est vraiment une institution. D'autres systèmes urbains où les paniers, ça marche bien, où les ventes à la ferme, les magasins de producteurs. Donc par rapport à ça, moi, je vois pas trop de spécificité. Et par contre, je veux juste ajouter un truc, c'est qu'on a parlé des spécificités par rapport à l'investissement, au faible foncier, à la commercialisation. Mais en fait, nous, ça nous paraît peut-être évident, mais pour les auditeurs moins, une des grosses spécificités de la micro-ferme, c'est si on veut travailler sur des petites surfaces et rentabiliser, on va dire, une petite surface, ça implique des choix techniques et une gestion technique un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va densifier les légumes, c'est-à-dire que classiquement, si on doit faire ce qu'on appelle du binage mécanique, donc désherber avec des outils mécanisés, on doit laisser un certain espace entre les rangs de légumes pour que le tracteur et l'outil tracté puissent passer entre les rangs de légumes. Donc quelque part, on perd de la place. Et le fait d'avoir soit juste un petit motoculteur pour le travail du sol, mais après pas de motorisation pour le désherbage, ça permet de resserrer les légumes. Donc cette recherche de densification, c'est vraiment au cœur du projet des micro-fermes. Donc à la fois, on va resserrer les légumes, donc on va densifier dans l'espace pour produire plus, mais aussi densifier dans le temps. Et donc c'est là, par rapport à des systèmes classiques où des fois, entre différents cycles de culture, on va avoir de l'espace un peu laissé vacant. Là, on va vraiment essayer, dès qu'on enlève une culture, on en remet une autre. Même des fois, on implante la culture d'après alors que l'autre elle est encore en place. Et vraiment, on va essayer vraiment de toujours avoir quelque chose en production, et en particulier l'hiver, d'où l'importance des serres, quoi. Donc c'est juste aussi pour faire passer le message qu'il y a une spécificité technique importante, quoi. Il y a cette question du coup agronomique de la pratique de faire du maraîchage sur les petites surfaces, vu que tout à l'heure on disait aussi que finalement il y avait des systèmes qui étaient un peu plus spécialisés, où là on peut se permettre de prendre une recette qui marche sur, je sais pas, les oignons, et de l'appliquer sur tant de surface, et puis c'est bon. Alors que là, du coup, non, il faut revenir à quelque chose, à une connaissance peut-être un peu plus spécifique, une autre connaissance agronomique du métier. Est-ce qu'il y a des formations qui existent aussi pour ça? Parce que si c'est des gens qui viennent pas du monde agricole et qui doivent se spécialiser là-dedans, comment ils font pour trouver, où est-ce qu'on trouve l'info? Alors aujourd'hui, il y a des BPREA qui sont remplis de porteurs de projets en micro-ferme. Je ne connais pas le détail en tout cas de cette formation de diplômante, mais il y a vraiment une phase théorie et une phase pratique, avec beaucoup de stages. Il y a beaucoup de stages dans ces exploitations de micro-fermes. Donc il y a une pratique qui vient par le maraîchage, quoi, finalement. Ouais, BPREA, c'est brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc c'est un diplôme qui permet après de pouvoir justement prétendre à ces fameuses aides à l'installation, dont on a parlé. Et puis au-delà des aides, ça permet effectivement d'avoir. C'est une formation qui dure qu'1 an dans la plupart des cas, avec une partie de stage. Donc ça permet d'avoir des bases en agronomie, surtout de chiffrer un projet et effectivement de faire un stage, qui est souvent aussi des choses les plus importantes. Après, c'est vrai que l'expérience, elle s'acquiert vraiment plus dans les stages. Donc, il y a le stage du fameux BPREA, mais en tout cas, dans les gens qui accompagnent les porteurs de micro-fermes, on les encourage vraiment à aller visiter le plus de fermes possible, à éventuellement faire du bénévolat sur des fermes, à éventuellement avoir des expériences en tant que salarié sur différentes fermes, à différents moments de l'année aussi, parce que on peut faire un stage en été où c'est sympa, mais il faut aussi avoir vécu l'expérience du maraîchage à toutes les saisons. En hiver, en été, ça peut être aussi compliqué quand il faut récolter, qu'il fait chaud. Il y a aussi des contraintes en été. En tout cas, voilà, c'est beaucoup sur le terrain que ça se fait. Finalement, est-ce qu'on a de la littérature là-dessus? Parce que la culture sur but, typiquement, c'est quelque chose qu'on en entend parler souvent. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées sur ces sujets? Est-ce qu'on sait combien on arrive à produire? Quelles espèces on peut associer à d'autres? Est-ce qu'on a vraiment de la donnée technique là-dessus? Est-ce qu'on a des références? Alors, je pense que ce public-là se réfère beaucoup à
à Jean-Martin Fortier, qui est installé au Québec. Qui est plutôt mouvement maraîchage bio-intensif. C'est ça. Après, nous, à travers le projet, on espérait travailler ces aspects de densité, conduite, et essayer de donner des recettes un peu toutes faites. On n'a pas eu le temps, parce que du coup, comme on produit des légumes, ça nous a pris énormément de temps et on ne pensait pas autant, finalement, pour essayer de sortir quelque chose de qualité toutes les semaines. Donc c'est vrai que dans ce nouveau projet là qui débute, on va essayer de laisser plus de place à de l'expérimentation pour essayer de regarder jusqu'où on peut aller en termes de densification, d'association de cultures, pourquoi pas, d'implantation de cultures un peu en dérobé, comme parlait Kevin tout à l'heure. Avant la fin de la culture, on implante un autre légume. On va essayer d'aller là-dessus pour essayer d'avoir un peu de données. Mmh. Oui, c'est vrai que le bouquin de Jean-Martin Fortier, donc, qui s'appelle Le Guide du jardinier maraîcher, c'est vraiment un peu la Bible, hein, souvent, avec un certain nombre de références et aussi de données économiques, de business model, même si c'est au Canada, donc il faut un peu le convertir en France. Après, voilà, il n'y a pas tant de références que ça, mais il y a plusieurs, que vous l'évoquez au début, il y a plusieurs projets de recherche en cours au niveau national, au niveau régional, et là, il y a quand même, ils sortent au fur et à mesure des fiches techniques, en tout cas des fiches où ils présentent différentes fermes, des données de chiffre d'affaires, de revenus, des grands éléments de pratique. Et en tout cas, dans le projet, par exemple, MMBio, qui est le projet national, il y a aussi une partie, une volet expérimentation dans différentes stations expérimentales, où là, ils testent vraiment, sur plusieurs années, différents types de densification, d'association de cultures. Donc, c'est quand on met plusieurs plantes en même temps. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un peu plus de données, mais c'est vrai que c'est encore largement inexploré. Hein. Si on prend la question des associations de cultures, qui est parfois mis en avant, et qui n'est pas tant pratiqué que ça non plus chez les micro-fermes. En fait, on aurait l'impression, pour gagner de la place, qu'on va associer les légumes, mais c'est quand même des contraintes. Donc, c'est qu'une partie des micro-fermes qui la met en avant. Et en fait, on voit bien que selon les livres, selon les références, on a des conseils complètement contradictoires. Donc, c'est des fois difficile de faire un avis sur qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marche, dans quel contexte. Donc, il y a encore plein de choses à produire, quoi, en termes de connaissances. En vous écoutant, donc, on comprend bien qu'il y a une certaine viabilité économique, que sous certains aspects, ce modèle est souhaitable. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des freins, on va dire, majeurs qui empêchent un petit peu l'installation peut-être de certains de ces projets? Donc on comprend que techniquement, il y a une montée en puissance petit à petit de la formation et de l'accompagnement agricole. Est-ce qu'au-delà de ça, sur des questions de distribution des produits, sur des questions d'accès au foncier, d'investissement, est-ce qu'il y a des choses déjà qui se dégagent pour faciliter, non pas que l'idée serait forcément que de couvrir toute la France de micro-fermes, mais en tout cas, si on veut amplifier ou faciliter cette installation qui semble être souhaitée, sur quel levier il faudrait potentiellement jouer demain? Alors, je pense déjà un premier accès, c'est l'accès au foncier, qui est quand même un point important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terres qui sont laissées en friche, parce que certains propriétaires attendent plutôt un retour sur investissement type permis de construire et autres. Donc on a beaucoup de terrains disponibles, mais il y en a peu qui sont vraiment utilisables pour des installations. Donc il y a un travail là-dessus à faire. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup de projets qui interviennent, je pense, autour des métropoles, sur des accès aux fonciers qui ne sont pas toujours de qualité, sur des anciennes friches industrielles ou autres. Enfin, il y a un travail quand même d'accompagnement, ou en tout cas d'analyse de sol, etc., à mener avant de porter de ces projets-là. Bah oui, c'est ça, pour réagir, c'est qu'effectivement, ces micro-fermes, elles sont assez... elles ont le vent en poupe dans les projets, on va dire, urbains, hein, ou les projets des métropoles, parce que ça prend pas de place, c'est assez médiatique. Et donc, voilà, on en a pas trop parlé, mais des micro-fermes urbaines, hein, qui sont vraiment au cœur des villes, qui souvent sont un peu différentes des micro-fermes dont on a parlé, parce que en plus de la production, elles intègrent aussi des activités sociales, de la pédagogie, et donc elles ont des modèles économiques un petit peu différents. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de collectivités qui souhaitent installer ou avoir leur micro-ferme pour alimenter une cantine scolaire, etc.
Et en tout cas, souvent, c'est pas si facile que ça de faire comprendre aux élus que même si, certes, c'est la collectivité qui peut mettre à disposition du terrain, il faut quand même avoir une garantie pour quelqu'un qui va s'installer, d'avoir accès un minimum aux ressources, d'avoir un bail un peu sécurisé, surtout qu'il y en a qui, des fois, plantent des arbres, parce qu'il peut y avoir de l'agroforesterie, ou en tout cas une partie fruitière. Donc, avant de planter des arbres et que les arbres viennent en production, il faut quand même avoir un certain nombre de garanties, accès aux ressources, accès à l'eau. Donc, ça, c'est clairement que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire passer. Et après, sur la question du développement massif, moi je trouve que la microferme elle a un intérêt parce qu'effectivement elle permet un renouvellement des générations parce que c'est accessible et qu'il y a un vrai attrait. Et au-delà de la microferme individuelle, l'objet microferme, en fait, il peut s'insérer dans quelque chose de plus vaste, dans un collectif agricole. On peut imaginer un collectif où il y a un paysan boulanger, un élevage et puis un atelier maraîchage qui est mené par une microferme, donc du coup qui sur des surfaces un peu plus grandes. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même aussi se méfier du tout microferme, au sens où dans la plupart des régions maraîchères, actuellement, on voit que la plupart des maraîchers de taille moyenne ou de grande taille qui partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Et donc certes, on a plus d'installations que de départs en maraîchage, mais les fermes qui disparaissent, elles sont plus grandes. Donc en fait, on a une perte nette de surface. Et en fait, il ne faudrait pas que l'engouement pour les micro-fermes cache la forêt qui est que, en fait, on perd des maraîchers dans ce pays et qu'il y a d'autres manières de faire du maraîchage que des micro-fermes et que c'est une manière, mais que qu'il ne faut pas non plus braquer tous les médias uniquement sur ça et penser qu'on va y arriver et que c'est aussi intéressant de se réfléchir à pourquoi c'est si compliqué pour des gens qui ne veulent pas s'installer en maraîchage, qui ne sont pas issus du milieu agricole, de pouvoir aussi s'installer sur d'autres productions, en élevage, en céréales, reprendre des fermes moyennes. Et donc voilà, moi c'est toujours ça. Je pense que la microferme c'est intéressant, mais il ne faut pas que ça soit l'os à ronger qui nous cache le déficit général du système agricole dans ce pays, quoi. Non, c'est clair parce que moi j'entends souvent dans les débats, alors c'est un peu mon avis, mais que oui, dès qu'il y a une question agricole sur le monde va mal, l'agriculture va mal, il y a souvent le petit drapeau permaculture qui est brandi en disant voilà la solution miracle. Enfin, vous situez comment par rapport à ce petit drapeau miracle? Moi, je pense qu'il faut quand même... c'est important de voir... dire c'est des alternatives, c'est intéressant. Ça permet aussi de questionner des choses sur les pratiques agricoles, sur le sol. C'est une source d'inspiration. Mais il faut aussi, à un moment donné, il faut aussi regarder les réalités statistiques. L'exploitation moyenne en France, elle ne fait que d'augmenter. Le nombre d'agriculteurs en France ne fait que diminuer. La consommation de pesticides, malgré les plans éco-phyto et compagnie, elle est plutôt aussi en train d'augmenter. Et quand on voit les soucis qu'on a derrière tout ça. Donc voilà, il faut avoir les deux visions en même temps. Sinon, on se leurre. Et il est plus critique, on pourrait dire que c'est la grande stratégie du capitalisme de mettre en avant des alternatives pour faire oublier qu'il est en train de ravager tout ce qui se passe derrière, quoi. Donc il ne faut pas que ça devienne, que ça joue ce rôle-là, quoi. Donc je pense qu'il faut être assez lucide, encourager ces initiatives pour ce qu'elles sont, mais ne pas oublier que la question agraire est plus globale, quoi. Merci beaucoup, je pense que ça nous donne un bon panorama aussi de cette diversité, de ce que peut recouvrir cet objet de recherche. On a bien compris qu'il y a une forte dynamique qui l'accompagne et tout en étant une pièce du puzzle un peu de notre avenir agricole, il n'en constitue pas l'intégralité, mais voilà, merci de nous avoir donné à voir un peu cet objet qui est fort intéressant. Merci à vous. Merci à vous, c'était intéressant, c'était sympa. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Pour ceux qui se demandent comment nous soutenir, le plus simple c'est encore de partager les épisodes, les émissions autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode à venir, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et en attendant le prochain, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, peu importe, je ne sais pas à quel moment vous écoutez cette petite émission, c'est ça qui fait la magie des podcasts, alors salut!